Bonjour à toutes et à tous, je me présente Gilles Casimir, chef d'entreprise, citoyen engagé et président de l'association Citoyens pour un projet guadeloupéen de société. Nous avons vu une conférence de presse organisée par la CCI des îles de Guadeloupe sur le sujet de l'évolution statutaire de la Guadeloupe. Et nous avons vu des représentants du monde économique guadeloupéen prendre la parole pour dénoncer un flou, un saut dans l'inconnu et une absence de concertation autour de l'évolution institutionnelle et statutaire de la Guadeloupe. Par respect pour les Guadeloupéens, il est nécessaire de rétablir les faits, il est nécessaire de corriger les contre-vérités et de désamorcer un discours de peur qui n'aide ni le débat, ni l'avenir du territoire. Tout d'abord, oui, le monde économique a été consulté et auditionné. Contrairement à ce qui est affirmé publiquement, le monde économique n'a pas été ignoré. Il a été auditionné dans le cadre officiel des travaux du Congrès des élus et d'ailleurs, des documents publics l'attestent. J'ai devant moi le document intitulé « Analyse des modalités de mise en œuvre d'une politique fiscale adaptée à la Guadeloupe ». Et parmi de nombreuses personnalités auditionnées figure la présidente de la commission économique de l'UDE-MEDEF Guadeloupe, qui a été auditionnée le 8 avril 2025, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe qui a été auditionné le 14 avril 2025, le président du Césaire Guadeloupe qui a été auditionné le 14 avril 2025, d'autres membres du Césaire et économistes ont été reçus le 17 avril 2025, et la présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe a également été reçue le 17 avril 2025. Donc, dire aujourd'hui « nous n'avons jamais été consultés », c'est factuellement faux. La question n'est pas celle de l'absence de consultation, mais plutôt celle de la contribution publique aux propositions. Et ce qui nous a profondément choqués, c'est que la peur remplace le débat. C'est-à-dire que dans les prises de parole, certains représentants économiques ne se contentent pas de critiquer la méthode. Ils véhiculent des peurs. Ils parlent d'indépendance, de perte des avantages des fonctionnaires, de disparition des 40%, de remise en cause des droits sociaux. Il faut quand même être clair et rigoureux. Assimiler l'article 74 à l'indépendance, c'est une contre-vérité constitutionnelle. Aucune collectivité régie par l'article 74 n'est indépendante. D'ailleurs, aucune collectivité régie par l'article 74 ne souhaite actuellement l'indépendance. D'autre part, les statuts, les régimes indemnitaires des fonctionnaires relèvent du droit national. Donc, en cas d'évolution institutionnelle et statutaire, ils ne sont ni supprimés, ni automatiquement modifiables. Et d'ailleurs, aucun document existant ne prévoit la suppression des 40% ou des droits sociaux. Entretenir ces amalgames nous renvoie à un autre temps, à une autre époque, nous renvoie à 25 ans, en 2001 et en 2003. Alors que ce soit volontaire ou non, cela revient à déplacer le débat du terrain des faits vers celui de la peur. Et puis, j'aimerais rappeler un fait essentiel qui est trop souvent passé sous silence. Il y a un rapport historique. C'est le rapport du cabinet Francis Lefebvre qui analyse en profondeur la fiscalité appliquée en Guadeloupe. Ce rapport est né d'une initiative citoyenne et ensuite d'un relais sous forme de contribution
au monde politique. Donc ça veut dire que des citoyens guadeloupéens, des hommes et des femmes guadeloupéens, des monsieur et madame tout le monde, ont voulu comprendre, chiffre à l'appui, combien d'argent est produit en Guadeloupe. Où va réellement cet argent? Et quels leviers fiscaux pourraient permettre de mieux répondre aux besoins économiques et sociaux du territoire? Et à cette époque, nous avions sollicité le monde économique, tout comme les élus. Nous les avions sollicités pour contribuer, pour éclairer, pour enrichir la réflexion. Nous avions été reçus par certains et complètement ignorés par d'autres. Mais aujourd'hui, ce document existe. Il est public, il est structuré, il est chiffré. Donc toutes les peurs d'il y a 25 ans sont levées. Donc parler de sac vide ou de saut dans l'inconnu, c'est complètement inexact. En fait, jamais la Guadeloupe n'a disposé d'autant d'analyses, de données chiffrées et de scénarios comparatifs pour éclairer un choix institutionnel et statutaire. Nous n'avons jamais disposé d'autant d'outils précis, d'autant d'expertise que maintenant. Et puis, pourquoi parler de la fiscalité? Puisque les citoyens qui écoutent doivent se dire la fiscalité c'est compliqué, c'est quoi ça? Mais en fait la fiscalité, la question fiscale, ça nous concerne tous. Aucun territoire au monde ne peut se développer sans maîtrise de sa fiscalité. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise en Guadeloupe. Et comme tous les chefs d'entreprise, je suis confronté à une concurrence locale, mais à une concurrence nationale et à une concurrence européenne. Et puis, j'applique une fiscalité nationale qui est décidée ailleurs, qui est pensée pour un pays de plus de 60 millions d'habitants. Et le constat est simple. Cette fiscalité n'est pas adaptée à nos réalités. Et elle ne répond ni aux besoins de solidarité sociale, ni au développement de l'économie locale. Il y a quelques chiffres qui suffisent à comprendre l'enjeu. La TVA représente environ 300 millions d'euros. L'octroi de mer, environ 360 millions d'euros. L'ensemble des recettes fiscales liées à l'activité économique en Guadeloupe dépasse le milliard d'euros. Moi-même, petit chef d'entreprise, j'ai dû faire un moratoire pour payer la TVA qui va abonder le budget de l'État et je ne sais pas ce qui est fait de cet argent pour mon pays, la Guadeloupe. Donc cela veut dire qu'avec une évolution, une maîtrise de la fiscalité, toutes les recettes fiscales générées ici vont rester ici et nous saurons précisément quoi en faire. Donc, réfléchir à un modèle économique. Mais aujourd'hui, tout est décidé ailleurs et nous voyons décennie après décennie nos élus contraints de demander, de négocier, parfois même de supplier pour que des décisions nationales soient adaptées à la réalité guadeloupéenne. Donc, ce que va permettre cette véritable compétence fiscale, c'est-à-dire qu'avec plus d'autonomie, il est possible de définir un modèle économique qui soit adapté à nos réalités. Il est possible de décider comment capter, comment orienter, comment utiliser l'argent produit ici et de répondre à nos besoins de solidarité sociale et de soutenir réellement le développement de l'économie locale. Donc, tous ces impôts générés par l'activité économique en Guadeloupe vont être affectés au budget guadeloupéen pour financer des politiques publiques ici pour ici. Mais pour cela, il faut une évolution. Et le cadre qui le permet actuellement, c'est l'article 74. Et il est effectivement possible de négocier un autre article guadeloupéen. Tout est possible pour peu qu'on ait la volonté et qu'on travaille pour. Mais toute évolution ne peut se faire
que de manière progressive, que de manière concertée, que de manière sécurisée et avec l'ensemble des acteurs. Et puis, je souhaite également rétablir la vérité sur la compensation financière. Parce qu'on entend, est-ce que vous pensez que l'État va nous donner 1 milliard d'euros? Et pendant combien de temps? Mais le fait de dire l'État ne donnera jamais 1 milliard d'euros, c'est trompeur. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un don. C'est la reprise locale des dépenses aujourd'hui assumées par l'État. Et pour ça, c'est encadré par la Constitution française. Il y a un principe constitutionnel de compensation intégrale en cas de transfert des compétences. Donc la Constitution française prévoit que lorsqu'on transfère une compétence, il y a une dotation de l'État. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un don, ce n'est pas une promesse. Et d'ailleurs, ce montant évoqué d'1 milliard d'euros, il correspond à l'ordre de grandeur des dépenses actuellement financées par l'État sur les compétences concernées. Donc l'État ne paie pas plus. Et la vraie question que je souhaite poser calmement aux citoyens guadeloupéens, et ceux qui interrogent profondément, ce n'est pas que le monde économique demande des garanties, c'est légitime. Ce qui interroge, c'est que ceux-là même qui dénoncent le flou ne proposent rien. Ceux qui parlent d'avenir n'éclairent pas la voie. Ceux qui parlent de sacs vides ne proposent pas de le remplir. Et la peur est préférée au débat. Et ça, c'est profondément inquiétant. Qui mieux que le monde économique peut donner de la vue? Qui mieux que le monde économique peut travailler sur un modèle économique adapté? Qui mieux que le monde économique peut proposer une architecture adaptée, une architecture fiscale adaptée à nos besoins? Qui mieux que le monde économique peut rassurer les politiques? Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il y a un projet? Il y a un projet. Et d'ailleurs, la majorité des élus guadeloupéens ont voté pour ce projet. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ceux qui disent que le projet manque de clarté, pourquoi ils ne s'en saisissent pas pour construire publiquement des propositions? Pourquoi ils se réunissent pour faire peur plutôt que pour travailler à des contributions concrètes? Pourquoi dénoncer l'obscurité plutôt que d'éclairer le chemin? Et puis, il y a autre chose. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing? Pourquoi aujourd'hui entre la campagne électorale et le carnaval? Ces moments où l'émotion est beaucoup plus vite partagée que les faits. Donc nous nous interrogeons vraiment. Et en tant que simples citoyens, nous espérons qu'enfin, le monde économique, le monde politique et le monde citoyen pourra se réunir autour d'une table et travailler ensemble sur ce projet. Parce qu'il s'agit de responsabilité collective et il s'agit de courage collectif. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette contribution. Prenez soin de vous et passez une bonne journée.